Les États-Unis ont entrepris de bâtir un empire dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais l'essentiel de ce travail a été accompli dans l'ombre, par des agents d'influence, comme moi. Les agents de la CIA ne se présentent pas comme des barbouzes ou des espions, encore moins comme des agents de la CIA. Ce sont des attachés commerciaux ou des conseillers politiques auprès de l'ambassade des États-Unis. Ils s'affublent d'un autre titre officiel. En général, ce n'est ni espion ni même agent de la CIA. Pour nous, c'est pareil. Agent d'influence, c'est un terme générique, mais ce n'est pas le genre de titre qu'on écrit sur sa carte de visite. J'étais encore étudiant lorsque j'ai été recruté par l'Agence de sécurité nationale, la plus grande agence de renseignement des États-Unis, sûrement la plus secrète aussi. On m'a fait passer une série de tests de personnalité, détecteurs de mensonges, et on a décrété que j'avais le potentiel nécessaire pour devenir agent d'influence. Puis on m'a fait comprendre que je ne devais même pas songer à faire ce métier, ni même à accepter mon premier poste, si je n'étais pas certain de poursuivre dans cette voie, parce que, comme on me l'a dit, une fois qu'on y est, c'est pour la vie. Nous, les agents d'influence, nous avions différentes méthodes de travail. La plus courante consistait à jeter notre dévolu sur un pays du tiers-monde disposant de ressources convoitées par nos entreprises, le pétrole par exemple. Ou bien faire en sorte qu'une organisation comme la Banque mondiale lui octroie un prêt faramineux. Le gros de cette somme tombait directement dans l'escarcelle d'une entreprise américaine de construction, par exemple comme Bechtel ou Halliburton. Cette dernière se chargeait alors de mettre en œuvre dans le dit pays du tiers-monde des projets de construction colossaux, comme des centrales électriques, des parcs industriels ou des ports. Une fois que Chase Timan avait signé un contrat avec le gouvernement, mon travail consistait à surévaluer les besoins, afin que le prêt soit aussi substantiel que possible. En gros, voilà comment ça marchait. Le pays se retrouve pris au piège de la dette. Une dette si énorme qu'il est dans l'impossibilité de rembourser. C'est alors que nous, les agents d'influence, nous retournons dans le pays pour dire « Écoutez, puisque vous ne pouvez pas rembourser votre emprunt, rendez-nous service. Votez favorablement lors du prochain vote important à l'ONU. Ou envoyez-nous des troupes en renfort en Irak. Ou mieux encore, vendez-nous votre pétrole pour une bouchée de pain, ou votre main-d'œuvre, ou toute autre ressource susceptible de nous intéresser. » Le système de l'emprunt pour le développement est simple. Vous empruntez de l'argent à la Banque mondiale, puis vous investissez dans cet extraordinaire barrage ou dans cette politique géniale en faveur de la croissance économique, ce qui doit vous permettre de rembourser aisément votre emprunt, voire plus. C'est donc un excellent investissement. Mais bien entendu, les choses ne sont pas aussi simples. De nombreuses régions du monde sont en perte de vitesse. Prenez l'Afrique subsaharienne par exemple, ou une bonne partie de l'Amérique latine. Elles ont perdu 2 décennies. À bien des égards, 50% à 60% de la population de la plupart des pays d'Amérique latine est toujours aussi pauvre qu'avant, pour ne pas dire plus. Nous sommes africains. Et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre au prénom de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Jaime Roldos voulait que l'Équateur s'en sorte tout seul. Il voulait empêcher les compagnies pétrolières américaines d'aller polluer les terres des autochtones. C'était un type très éclairé, pas particulièrement radical. C'était quelqu'un de bien. Nous l'aimions bien. Pour nous, c'était l'un des meilleurs présidents d'Amérique latine. Sous la présidence de Roldos, le salaire des travailleurs a doublé. Et à ce jour, les travailleurs n'ont toujours pas récupéré leur pouvoir d'achat des années 80. On demandait souvent à mon père s'il voulait qu'on se souvienne de lui comme d'un grand président ou d'un homme brillant, car c'était un homme brillant, extrêmement intelligent. Un jour, il a répondu comme quelqu'un de bon. Una de nuestras principales riquezas es el petróleo. El petróleo constituye hoy el filón principal de la riqueza ecuatoriana. Dès que l'un de ces présidents est élu, il reçoit la visite de l'agent d'influence. Quelqu'un, ça aurait pu être moi, entre dans son bureau et lui dit « Monsieur le Président, je suis venu vous féliciter pour votre élection. Et puis, dans cette poche, j'ai quelques centaines de millions de dollars pour vous et votre famille, si vous acceptez de jouer le jeu. Dans cette autre poche, j'ai un pistolet pour vous abattre si vous décidez de mettre en œuvre vos promesses de campagne. À vous de décider. Mais permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez de Salvador Allende, d'Arbenz, de Patrice Lumumba et de tel autre. Il y en a toute une liste. Tous ces présidents savent très bien ce qui est arrivé à ceux qui se sont opposés au diktat des multinationales. Soit ils sont morts, soit ils ont été destitués. Alors, qu'est-ce que vous feriez à leur place? Posons-nous la question. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place? C'est très difficile. Lorsque les agents d'influence échouent, on passe à l'étape suivante, celle des chacals. Les chacals, ce sont les tueurs de la CIA qui interviennent pour tenter de fomenter un coup d'État, une révolution. Si ça ne marche pas, ils assassinent, ou du moins ils essaient. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oídeme, es y debe ser el Ecuador. ¡Viva la patria!
Après l'accident, toute la zone a été bouclée. Même la police équatorienne n'était pas autorisée à y pénétrer. Les seuls autorisés à y entrer, c'était le personnel militaire américain et quelques militaires équatoriens de haut rang. La police locale n'y avait pas accès. Plusieurs témoins clés qui s'apprêtaient à témoigner lors des audiences et à dire qu'il s'agissait bel et bien d'un assassinat sont morts dans des accidents de la route en Équateur. C'étaient des Équatoriens. Le gouvernement suivant s'est empressé de classer l'affaire. L'enquête n'a duré qu'une semaine. Une semaine. Au bout d'une semaine, on a publié un rapport établissant qu'il s'agissait d'un accident. En réalité, c'était une farce. Une farce. On nous a privés, nous, leurs enfants, leurs familles, et tout le pays avec nous, de la possibilité de savoir ce qui s'est réellement passé. C'est ce qu'on peut faire de pire à quelqu'un, le priver de la vérité. Parce que du coup, c'est impossible de tourner la page. Ça reste toujours présent, en quelque sorte. We economic hitmen have managed to create the world's first truly global empire, and it's basically a secret empire. We do it in many ways, but principally, we identify a country that has resources our corporations covet, like oil, arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sisters. The money never actually goes to the country, it goes to our own corporations to build big infrastructure projects in that country that help a few very wealthy people, but don't benefit the majority of the people who are too poor to buy electricity or have cars to drive on the highways, and yet they're left holding a huge debt that they can't repay. So we go back at some point and say, you know, you can't pay your debts. Give us a pound of flesh. Sell your oil real cheap to our oil companies. Vote with us on the next critical UN vote. Allow us to build a military base in your backyard. Something along these lines. And when we fail, the jackals go in and either overthrow or assassinate these leaders. And if the jackals fail, as they did in Iraq, then we send in the military. I don't think the failure is capitalism. I think it's a specific kind of capitalism that we've developed. We've created what I consider a mutant viral form of capitalism. And this mutant form of capitalism, which I think is really a predatory form of capitalism, has created an extremely unstable, unsustainable, unjust, and very, very dangerous world. I've met a lot of terrorists. I've interviewed them for books. I've never met one who wanted to be a terrorist. They're desperate people. If we want to get rid of terrorism, we must get rid of the root causes, that cancer that is destroying our whole system. Because I think it's really important that we understand today we cannot have homeland security unless we understand that the whole planet is our homeland. And then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. And such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan, that they can't repay it. And so at some point, we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debt, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote to have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there's that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work. They put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems, sometimes their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. I can share a personal experience about how we tweak economic forecasts, how we skew them. Certainly, I knew that's what I was supposed to do. My bosses at my company put a tremendous amount of pressure on me to do these things. And this pressure is quite easy. I talk in one of my books about how the person my predecessor was retiring, and he was determined to be integritous and not tweak the forecasts. So he was fired. And I was given his job with a clear understanding. I knew why he was fired, and I knew that if I wanted to progress in this company, I would tweak the forecast. And when I later hired other people, and I ended up having several dozen very highly skilled economists and financial experts working for me, they all knew that their bonuses, their raises, everything depended on going along with the system. Now, when we take these forecasts to the World Bank or the Inter-American Development Bank or the Asian Development Bank or any of these other organizations, there are people in that organization that are supposed to catch this. If we're being non-integritous, if we're tweaking forecasts, there are specialists there that are supposed to review this. And my experience was that some of these guys really are integritous. They wanted to punch holes in my forecast. And I would often have to stand before a board or a committee at the banks and defend my forecast, and they would pick holes in them. Some of these people who were quite junior really saw through what I was doing.
But I always knew that above those people, their bosses knew exactly what was going on. And they were determined that the country that I was doing this forecast for was going to get that loan, that this was going to move forward. So it was a charade. But sometimes we would spend several months before these committees justifying, arguing, debating, and going back and tweaking some more and writing more reports. And it was almost like appearing before a court of law. You know, it was like two lawyers opposing each other, and we'd have our teams and we would set them up. So within the bank itself, there were experts, there were econometricians, economists who were quite integritous, and they saw through what we were doing, but they never won, ultimately, because their bosses were on my side, although it was never that obvious, but we always won, ultimately. And the other aspect of this is that we usually had a lot more money. So there might be one expert there, maybe two, and I'd have a staff of 30, 40 people who I could draw on, and I'm getting lots of money to develop these forecasts. They're getting very little money to criticize and pick them apart. So I could come up with very complex econometric forecasts and computerized databases that they didn't even have access to and didn't have the ability or the funds to develop those. So the system was very, very rigged in my favor. But I think a lot of these people there didn't realize this, not at the beginning, at least not at the beginning. Since this book has come out, I've talked with a lot of people who kind of come out of the shadows from these organizations like the World Bank and its sister organizations, and they tell me that they did know what was going on. They do know what's going on, and it's very disgusting to them, and they don't know what to do with it. If you're an economist, you can't get a better job. You know, working for the World Bank or one of the consulting firms that works for them is a wonderful job. It's, professionally speaking, you're at the top of your profession, and you're making a lot of money, and you're flying around the world, at least I did, first class, and staying in the best hotels, and your family's doing well. And if you work for the World Bank, you're living in the best suburbs of Washington, D.C., and your kids are going to the best schools. You're on top of the world. So in a way, you want to believe that what you're doing is good. You want to keep your job, and you want to justify it. And it's easy to do that. The system, all of it conspires to keep perpetuating itself and to make it easy for the people within it to perpetuate that system, to stay in there and keep up the subterfuge. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.